Au sommaire de cette édition, nous allons revenir sur quelques temps forts de la visite mémorable du président de la transition à Sikasso, la capitale du Kénédougou. Selon le colonel Assimi Goïta, est la ville nourricière de notre pays, raison de plus de décorer les hommes et les femmes en reconnaissance de leur travail pour faire du Mali un pays autosuffisant alimentaire. Nos envoyés spéciaux étaient sur place. Ils sont plus de 230 000 candidats à prendre part demain lundi 24 juin aux épreuves du baccalauréat session de juin 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Stress, peur, confiance et assurance habitent les bacheliers. C'est le constat fait par Bokari Koulibaly à la rencontre de certains candidats en cette veille d'examen. Un mot du Hajj 2024, l'arrivée du premier vol de pèlerins maliens en provenance des lieux saints de l'islam est effective depuis ce dimanche. Nous étions à la maison du Hajj où proches et familles étaient à l'accueil des retrouvailles empreintes d'émotion et de joie. Alou Abdoulaye Touré nous fera le compte-rendu. Voyageons ensemble direction la région de Tombouctou à la découverte de quartiers dont les noms ont été importés depuis d'autres localités. Nadjim Baba Sissé nous amène à Al-Ghanima, un secteur du quartier Djingaraber. Le nom a été donné par un fonctionnaire retraité. Toute une histoire. Sur notre plateau du 20h, nous recevons un invité de marque en la personne de notre ministre de tutelle. Le département en charge de la communication et de l'économie numérique organise à partir de ce mardi 25 juin la semaine du numérique, deuxième édition, une rencontre d'envergure à un moment crucial du devenir de notre espace, d'où le choix pertinent du thème, l'éthique comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel. Opportunités et défis, le ministre Al-Hamdou Ag Iliane est notre invité. Dimanche 20h, bonsoir et merci de nous suivre. Et monsieur le ministre, merci également d'être notre invité. Bonsoir à vous. Nous allons commencer ce journal avec les activités de la visite hier samedi du chef de l'État à Sikasso. Des actes forts ont été posés, monsieur le ministre, comme une forme de réaffirmation de la volonté des autorités de la transition à dire au monde que le Mali est là et il avance, monsieur le ministre. Merci, bonsoir d'abord et je souhaite plein succès à tous nos candidats au baccalauréat demain et moins de stress surtout. Effectivement, nous avons été, nous qui sommes en charge de la communication et du numérique, très gâtés hier par le président de la transition qui a, par son discours, a revitalisé. Et si vous avez pu constater ces passages sur les paiements numérisés et digitalisés ont été les plus applaudis par les populations. Donc c'est un fort soutien et le président de la transition a compris que le peuple malien doit prendre en main sa numérisation et cela ne peut se faire que par des moyens de technologie, de l'information et de la communication autonome pour assurer notre souveraineté et mettre en place une administration transparente, crédible et puis efficace. Tout à fait. Monsieur le ministre, que je vais retrouver tout à l'heure pour parler de cette autre rencontre d'envergure qu'abrite notre pays ce mardi, la semaine du numérique, deuxième édition. Parlons donc de cette remise de décoration à certains producteurs et éleveurs de la région par le président de la transition. Le chef de l'État salue et reconnaît leur participation à la souveraineté alimentaire du pays. Occasion pour le colonel Assimi Goïta d'appeler l'ensemble des producteurs du Mali à s'unir pour l'atteinte de l'objectif recherché, la souveraineté alimentaire. Ibrahima Traoré. Au nom de la République du Mali, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. La patrie reconnaissante envers des producteurs et éleveurs de la région de Sikasso. Ils sont 16 à recevoir leur décoration des mains du président de la transition. Tous élevés au grade de chevalier de l'ordre national. Honneur qui leur est rendu devant 15 000 personnes et un parterre de personnalités au stade Babemba Traoré de Sikasso. La nation magnifie ainsi les contributions exceptionnelles de ses récipiendaires au développement agricole et à la sécurité alimentaire du pays. Anga Sénégalais mounié tchesirike ou be tchesirike mais comme on a gâteau tout d'offre be tchesirike ateme doka o mo gadamano ni tchesirike media duluma ku ufu u ka tchesila ufu u ka faso barala do anga layini ka anga ire ma horian o sabati dumuni kunda za aramade ni konga bala abe son fembe ma do akakambi anga saka Sénégal dugolo bambulu jiba anfia mbato konga nanga jamana don soro muga galama flo sa sabla daga Sénégal ulu de be Sénégal akaka ulu floka an nafasro
sa n'olu ma nafa sɔrɔ jamanadenw ta nafa sɔrɔ jamana de ta nafa sɔrɔ o de y'an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ sɛnɛkɛlaw u ka bɛn mun b'a to an bɛ ka laɲini min kɛ n'u ka jamana ka yɛlɛma o de y'an sabati dumuniko la n'u ka bɛn ma sabati o tɛ se ka kɛ ni dɔ sɔnna sɛnɛ ma dɔ ma sɔn sɛnɛ ma a bɛna nin kɔn kɛ jamana kɔnɔ donc a ka kan bi ka ɲini aw bɛɛ fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ ka laɲini min kɛ ka jamana ka yɛlɛma o de y'an sabati dumuniko la o bɛ sabati cogo min na n b'a dɔn n dalen b'a la maliyɛn dɛsɛko tɛ yen a banko de bɛ yen n b'a dɔn n'Ala sɔnna a ma san wɛrɛ an bɛ jɔsi fɔlɔ sɔrɔ sɛnɛko hukumu kɔnɔna la. Par ce geste, le chef de l'État affiche sa détermination à valoriser et encourager les acteurs clés des secteurs cruciaux pour la stabilité et la prospérité du pays. Colonel Assimi Goïta a saisi cette opportunité pour rassurer le monde rural que l'accompagnement de l'État ne fera jamais défaut. La visite du président de la transition à Sikasso, c'était une véritable liesse populaire. Vous avez pu le constater sur nos antennes hier samedi, puisque nous étions en direct. Les Sikassois ont exprimé leur joie lors du passage du cortège présidentiel dans les rues de la ville. Au stade Babemba Traoré, le chef de l'État a fait le tour pour saluer les 15 000 personnes, même plus, qui ont fait le déplacement. Nous vous proposons ce soir les réactions des populations. C'est avec nos envoyés spéciaux Tamsir Djabati et Sambou Djakiti. Alaka dugu malo ana Sikasso ami irana atisika fonna ko ba fuka shatana atisika fuka shatana ja le dan sigira ja mari kona ya amanyonye mi ko ya nusa ja ko amambo wallahi sira ya ka shoye amba fe bi amba fe shini Dodo fana b'a fo an b'a fɛ su ni tile an bɛ Kassim fo ka waliɲuman dɔn Ala ka segin n'a ɲuman ye. CNG président ma foli b'i ye ministre kelenna bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ aw ye ani jama kelenna bɛɛ lajɛlen mɔgɔw ma kɛnɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen. No sanja be fo ka taa dɛmɛ no sanja be bannen bi a tɛ se ka fɔ ka ban tiɲɛ na an bɛ aw fo ka président fo
ka délégation fo ka bɛɛ fo ka dugutigiw bɛɛ fo ka jama bɛɛ fo k'o bɛɛ ani ce o yɛlɛ bi o diyara ne ye. La population de Sikasso ont longtemps réclamé le président de la transition. Président nanu sonja de benna ka fara bela jenka ba befo na jaranye shu jaranye kle. Voilà, et ça se passait à Sikasso, mais la région de San n'en demeure pas moins impliquée et fière des actes posés par le chef de l'État, comme la pose de la première pierre de l'université de Sikasso. Les populations se réjouissent car elles estiment que cette infrastructure qui sortira bientôt de terre comblera largement les attentes des nombreux parents dont les enfants ne feront plus le déplacement pour Bamako, où trouver un tuteur et rallier les universités sont des problèmes qui se posent avec acuité. D'autres explications avec Driss Akouni. Ils sont nombreux à acclamer la nouvelle devant leur petit écran. Cette université ultramoderne de Sikasso se profile déjà comme une future destination de nombreux bacheliers maliens et plus précisément ceux de San. Pas plus d'une semaine, j'ai reçu un groupe d'étudiants venus solliciter le gouverneur par rapport à l'arrivée des bacheliers qui sont à Bamako, de la région de San, qui sont à Bamako et qui ont des problèmes vraiment d'hébergement. Donc je pense que Sikasso, ça ne fait que 273 km et ça est distant de Bamako de 453. Donc ce sont les mêmes populations parce que nous vivons dans la même région. Et je suis sûr que l'université qui a une capacité d'accueil de 20 000 étudiants pourra vraiment donner beaucoup plus d'opportunités aux étudiants des San. Les étudiants sanois qui quittent ici pour aller à Bamako rencontrent des problèmes parce que déjà, c'est des gens, quand ils quittent ici, ils vont à Bamako, ils n'ont pas de famille pour la plupart. Et ceux qui ne sont pas dans les campus se trouvent dans des quartiers qui sont souvent très éloignés de l'école. Ce qui fait que voilà, à la longue, certains abandonnent l'école même. Et je pense que l'initiative de construire une université à Sikasso est une aubaine pour les ressortissants sanois. Et si les futurs étudiants et néo-bacheliers de Sikasso croient avoir la cerise sur le gâteau, il en est de même pour les parents et élèves de plusieurs régions. Sans Sikasso, l'accès est plus facile que par rapport à Bamako. À Bamako aussi, vu les moyens de déplacement de certains élèves par rapport à Kabala ou encore à Badlabou aussi. Donc, quand mon enfant va avoir le bac, je vais l'envoyer à Sikasso parce qu'il y a sa grand-mère là-bas et puis son grand-père également. Un espoir pour tout un peuple, nous disent ces anciens de la vieille école. Ça permettra non seulement à tout le Mali, toutes les localités, d'être pourvues en éducation pour amoindrir non seulement la difficulté et permettre de rehausser les niveaux. La construction des universités était dans les États généraux. C'est souhaité par l'ensemble de tous ceux qui ont participé à ces États généraux. Et nous pensons déjà que c'est une bonne chose que ça se passe à Sikasso, où, comme le président de la République l'a dit, c'est une université sous-régionale qui, rarement nous en avons vu pareil. Et nous avons espoir que nous verrons des jeunes qui seront aussi bien formés pour un Mali qui sera l'un des meilleurs pays dans la sous-région. Aujourd'hui, les Maliens peuvent se targuer d'avoir des autorités à la hauteur de leurs aspirations. La journée du 22 juin à Sikasso en est une illustration parfaite. Et en troisième région, nouveau commissariat de police pour l'arrondissement de Kian, localité située à 83 km de Sikasso. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du renforcement du maillage sécuritaire au profit des populations et des forces de sécurité. La coupure de ruban symbolique faite par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. C'est en présence de Moussokoro Sérémé et Taïrou Konati. Situé sur la route de Tchefina dans la cité administrative, le tout nouveau commissariat de police de l'arrondissement de Kinyan est bâti sur une superficie de 2500 mètres carrés et doté de toutes les commodités d'accueil, de protection et de sécurisation des personnes et de leurs biens.
Sa mise en service officielle vient apporter de la quiétude et de l'espoir à une population longtemps plongée dans un climat d'insécurité et de peur. La création du commissaire a eu un impact positif sur la vie de la population de la ville de Kenya et ses environs. Les cas de vol et banditisme ont été réduits. Ensuite, les marchés hebdomadaires se tiennent régulièrement en sécurité. Les recettes liées à la vente des motos sont connues une hausse très importante grâce à l'appui des éléments du commissariat. Notre volonté est de protéger les honnêtes gens et de faire en sorte que les délinquants et les criminels vivent dans un climat permanent d'insécurité. Nous devons constamment avoir l'objectif et la volonté d'établir avec la population un partenariat actif, permanent sur la base d'une écoute attentive de ses préoccupations et de ses inquiétudes. La prise en compte de l'arrondissement de Kenya dans les dispositifs sécuritaires de l'État s'inscrit dans une vision stratégique des autorités de la transition, celle de créer des conditions concourant à l'épanouissement des forces de défense et de sécurité. Cette montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité ne peut pas aller sans aussi la réalisation des infrastructures, sans l'équipement et sans aussi le réarmement moral de nos hommes. Donc cela s'inscrit dans cette optique de vouloir encore une fois de plus mettre nos hommes dans les meilleures conditions de travail pour les permettre de faire face à leur mission, à savoir la protection des personnes et de leurs biens, la lutte contre le crime sous toutes ses formes, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre tous les défis auxquels nous faisons face au quotidien. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre le terrorisme, c'est d'avoir le bon renseignement et au bon moment. Quand on a le bon renseignement, les bonnes informations au bon moment, ça peut nous permettre d'anticiper, ça peut nous permettre d'éviter certaines choses sur nos emprises, sur nos forces et même sur la population. La réalisation du nouveau commissariat de Kenya vient ainsi compléter à 10 le nombre de commissariats opérationnels sur une quarantaine créés par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur budget national. Voilà ce qu'on peut retenir ce soir de la visite du chef de l'État à Sikasso hier samedi. L'école de guerre du Mali au Maroc pour un voyage d'études dans le cadre du renforcement des connaissances théoriques et opérationnelles des auditeurs. Pendant une semaine, les auditeurs accompagnés de la direction de l'école ont visité certaines structures de formation, notamment le collège royal militaire supérieur. Le commentaire est signé Youssouf Diakité. L'école de guerre du Mali au Maroc, c'était du 9 au 15 juin 2024. Ce voyage appelé voyage d'études est l'une des activités pédagogiques phares de l'école de guerre du Mali. Il s'agissait pour les étudiants de découvrir les structures de formation militaire au Maroc, notamment les collèges royaux de l'enseignement militaire supérieur, les instituts de formation, les structures de recherche et de prospective. Il s'agissait surtout de renforcer le partenariat entre l'école de guerre du Mali et le Collège royal de l'enseignement militaire supérieur du Maroc. Cette visite nous a permis de nous rendre au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Kenitra et d'apprécier les énormes progrès qui sont faits dans la conduite de l'enseignement, mais également notre grande satisfaction de découvrir la richesse des modules qui sont dispensés au sein de cette prestigieuse école. À Casablanca, nous avons visité l'école royale navale et même profité pour voir certaines capacités des forces combattantes de cette composante du Maroc. Une occasion pour le directeur adjoint de l'école de guerre du Mali de remercier les autorités militaires du Mali pour la matérialisation de cette mission qui rentre dans la formation pratique des auditeurs. Et voilà, je me retourne à présent vers notre invité, notre ministre de tutelle, le département en charge de la communication et de l'économie numérique, et organise à partir de ce mardi 25 juin la semaine du numérique, 2e édition, une rencontre d'envergure, comme j'ai eu à le dire, à un moment crucial du devenir de notre espace, d'où le choix pertinent du thème, les TIC, comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Le ministre
Amdou Ag Ilienne est notre invité. Et bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, dites-nous, cette deuxième édition de la Semaine du numérique, sous quel signe la placez-vous, monsieur le ministre? Elle est placée par les plus hautes autorités sous le signe de la relance de la digitalisation de l'administration afin de pouvoir mettre notre population à l'abri, n'est-ce pas, des lourdeurs de l'administration et aussi des fragilités humaines des agents de l'administration. En cela, nous allons l'élargir aux autres membres de l'AIS et l'élargir aussi dans le cadre de ses activités à pousser jusqu'à la résilience des populations. Tout à fait. Je viens de le dire à l'instant, le thème de cette deuxième édition. Pourquoi le choix de ce thème, monsieur le ministre? Oui, parce que vous savez que la géostratégie mondiale fait que les populations du Sahel aujourd'hui sont très éprouvées. Et donc, tout ce qui agit aujourd'hui doit agir dans le sens de la sécurisation de nos populations. Et on ne peut pas aussi sécuriser des populations sans développer leur résilience face aux épreuves. Donc le numérique, vous savez, a un rôle extrêmement important à jouer dans le domaine de la sécurité, de l'information, de la communication et aussi du système d'information géographique par rapport aux aspects stratégiques aussi. Donc c'est pour cela que nous avons choisi ce thème. Alors vous pensez que les TIC peuvent constituer un facteur de résilience dans un pays comme le nôtre, le Mali, ici? Absolument, parce que les TIC permettent d'abord une bonne circulation de l'information, une communication. D'abord, elles permettent aux populations d'avoir accès à l'information. Elles permettent aux populations en détresse de signaler aussi le plus rapidement possible. Elles permettent aux populations aussi d'informer les forces de sécurité à temps. Elles permettent aussi aux forces de sécurité de diffuser des moyens d'information et de communication, de couvrir sécuritairement les populations. C'est en cela que vraiment ils peuvent beaucoup développer la résilience. Monsieur le ministre, on voit que vous avez fait un clin d'œil, cette deuxième édition a fait un clin d'œil aux jeunes filles. Pourquoi cette couche spécifique pour cette deuxième édition? Vous savez, le président de la transition voudrait vraiment que le Mali tout entier s'occupe de la digitalisation. Et vous savez que les femmes, c'est la moitié de la population au Mali et c'est elles aussi qui sont les formatrices à la base des futurs de la société. Et nous voulons former une élite féminine. Si on forme une élite féminine, on commence par la jeune fille qui, elle, est victime de toutes sortes d'épreuves aujourd'hui. Donc, plus une fille est informée, plus elle a les moyens de communiquer, plus elle sera protégée et elle va aussi former sa progéniture qui va construire le Mali de demain. Et il faut noter aussi que nous sommes intelligentes, les jeunes filles. Oui, ça c'est naturel. Au programme, monsieur le ministre, on note beaucoup d'activités, des conférences, des expositions, des remises de prix aux meilleures start-up. Comment se fera le choix de ces lauréats, monsieur le ministre? Il y a eu des commissions, la commission ont été créées et puis il y a une sous-commission scientifique et technique qui va faire une présélection, n'est-ce pas, un jury de présélection et un jury définitif qui a déjà, je crois, pris quelques start-up, dont 3 étrangères, de l'AIS en tout cas. Et puis, bon, ce jury va nous sortir les meilleurs qui seront primés. Excellent. Alors, on a choisi le Niger comme pays invité d'honneur de cette édition. Oui, on dira l'AIS. Pourquoi ce choix, monsieur le ministre? Bon, pour ceux qui suivent l'actualité dans l'AIS, ça va de soi, parce que d'abord, il y a eu la semaine du numérique du Burkina où le Mali était invité d'honneur par ma personne. Et il y a eu aussi après la semaine numérique du Niger où le Burkina était invité d'honneur. Donc il va de soi que le Mali, pour boucler la boucle, prenne le Niger comme invité d'honneur. Et je me réjouis de constater que le ministre nigérien de la communication et de l'économie numérique est déjà présent avec une forte délégation de 50 personnes. Déjà à Bamako? Oui, déjà, oui. Alors, en tant que ministre chargé de l'économie numérique, quelles sont vos attentes, monsieur le ministre, à l'issue de cette deuxième édition de la Semaine du numérique? Je souhaite tout simplement qu'elle permette, comme le président de la transition l'a souhaité, qu'elle permette vraiment à l'ensemble des Maliens de comprendre que nous relançons actuellement la digitalisation totale de notre administration et que tout le monde s'y mette. Parce que cette relance va permettre au Mali de renforcer sa souveraineté, parce que nous aurons nos moyens de communication autonomes. Nous aurons notre administration aussi qui sera transparente, accessible et puis aussi efficace. Le président a tout dit hier et vous avez constaté que le public a bien applaudi. Et donc le sens que je donne, c'est celui de doter, comme le veut le président de la transition, le Mali, d'une administration performante, accessible et d'une administration qui renforce notre sécurité et notre force.
Alors, que dites-vous aux populations de Bamako? Venez participer à cette deuxième édition, ça se passe au CICB? Oui, je vous remercie d'abord d'avoir fait cela. Et je veux vous signaler que si vous voyez que vos talents sont appréciés à des milliers de kilomètres d'ici, c'est en grande partie à cause de vos talents naturels, mais aussi du numérique. J'appelle la population à répondre aux appels que vous lancez depuis quelques jours ici. Et j'appelle tous les cadres maliens de l'administration à suivre de façon assidue tout ce qui va se dire parce que, comme le président de la transition l'a dit, c'est un Mali nouveau et une nouvelle administration qu'on voudrait lancer pour sortir, comme je l'ai dit, je ne le dirai jamais assez, des lourdeurs administratives et mettre fin aussi des fragilités humaines de nos agents de l'administration. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, la deuxième édition de la semaine du numérique, ça commence ce mardi et ça se passe au CICB. Absolument. Merci beaucoup. Et le RTM, bien sûr, suivra cet événement pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs. C'était là l'invité de notre 20h. Nous allons parler du Hajj 2024. L'arrivée du premier vol de pèlerins maliens en provenance des lieux saints de l'islam est effective depuis ce dimanche. Nous étions à la maison du Hajj où proches familles étaient à l'accueil des retrouvailles empreintes d'émotion et de joie. Alou Abdoulaye Touré, compte rendu. Immense était la joie des pèlerins de regagner le Mali avec le sentiment d'un devoir religieux accompli. Je suis très contente, je suis très heureuse de revenir voir mes parents. C'était un peu fatigant, c'est normal. Je prie le Tout-Puissant pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller, pour qu'ils soient là-bas l'année prochaine. Ça s'est bien passé, vraiment, Dieu merci. On a passé un bon séjour et on a fait la bénédiction pour tout le monde aussi. Les pèlerins de la filière gouvernementale se félicitent de la bonne organisation qui a permis le bon déroulement du Hajj. Les conditions étaient bonnes, c'était la filière gouvernementale. Par rapport à l'organisation à Bamako, c'était bien. Le départ à Médine, ensuite à la Mecque, et Mina et Arafat. Vraiment, les conditions étaient réunies pour bien faire le Hajj. Ils n'ont pas manqué d'implorer Dieu le Tout-Puissant afin de permettre à la nation Mali de surmonter les difficultés de l'ère. À tous les endroits stratégiques, nous avons demandé à Allah Tout-Puissant d'aider le Mali à résoudre le problème de sécurité, aussi le problème de la paix, une paix durable au Mali, et la bonne entente, la cohésion sociale, et que la transition puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Nous avons pu vraiment faire tout ce qui était prévu. Donc nous avons profité pour former des vœux et des bénédictions pour le pays, surtout afin que la paix et surtout la paix reviennent au Mali. L'arrivée des autres pèlerins maliens sont annoncés dans les heures qui suivent. Oui, la paix au Mali. Autre grand titre de ce journal, ils sont plus de 230 000 candidats à prendre part demain, lundi 24 juin, aux épreuves du baccalauréat. Et sur toute l'étendue du territoire national, stress, peur, confiance et assurance habitent les bacheliers. C'est le constat fait par Bokari Koulibaly et Alkaou Traoré à la rencontre de certains candidats en cette veille d'examen. Quelques heures du démarrage des épreuves du baccalauréat session de juin 2024, les candidats se ruent vers les centres d'examen pour identifier leurs salles et numéros de place. Je suis stressée, mais ça fait longtemps qu'on attend ce jour au fait. On est vraiment stressé, je ne sais pas comment faire, voilà. Mais j'espère que ça va aller. Actuellement, je suis trop pressé, mais j'ai un peu peur aussi parce que les noix de bac même là, ça fait peur quoi. Un peu plus loin, nous retrouvons Draman Dambélé, également candidat au bac, en pleine révision des cours. Il se dit serein et le moral au beau fixe. On peut dire un peu stressé parce qu'on a quand même entendu toute une année. Voilà, demain c'est le grand jour. On s'est préparé pendant toute l'année, on a fait des révisions, on a fait des cours. Et à l'école, tout allait bien. Les profs ont bien expliqué les cours. On a fait beaucoup d'exercices. Et voilà, on a formé aussi des groupes d'exercices entre camarades. Donc voilà, l'essentiel a été fait. On pense que tout ira bien, Inch'Allah. Malgré la peur et le stress, nos interlocuteurs assurent avoir bien préparé les examens. Et mieux, ils se disent confiants quant à leur réussite au bac de cette année. Je me suis vraiment préparée cette année. Cette année, je suis à fond. Inch'Allah, ça sera 100%.
je suis à fond. Même s'il n'y avait pas avec cette affaire d'électricité, c'est pas bon, mais quand même on a appris, on a vraiment appris. Après le cours, les samedis et dimanches, on partait à l'école pour faire des exercices et puis faire des révisions aussi en classe. Cette année, ils sont au total 234 457 candidats avec 506 centres d'examen, 8 321 salles et 17 485 surveillants. Bonne chance donc à tous les candidats et Angela Dossu. On va vous suivre, le RTM vous suivra. On dira le reste à nos téléspectateurs. La fête nationale du Grand-Duché de Luxembourg est célébrée le 23 juin de chaque année. Elle marque traditionnellement la célébration de l'anniversaire du souverain. En cette circonstance, l'ambassadeur du Grand-Duché du Luxembourg au Mali, avec résidence à Dakar, a organisé une réception. Ibrahim Kaoukonate, Abdul Salam Bambara étaient sur place. C'est dans une atmosphère conviviale que la communauté luxembourgeoise a célébré cette fête commémorative. L'interprétation des hymnes nationaux, la coupure du gâteau d'anniversaire et une animation musicale ont été les temps forts. L'occasion était bonne pour Georges Ternès, ambassadeur du Luxembourg, de rappeler l'excellente coopération existante entre les deux pays. Le seul véritable intérêt que nous avons au Mali, c'est de voir les populations de ce grand et beau pays, au centre du Sahel, vivre en paix et en sécurité, en harmonie entre ces diverses communautés, protégées par un état de droit, favorisant un développement économique correspondant aux véritables capacités du pays et leur permettant de s'épanouir selon leurs souhaits. C'est ça l'intérêt et le sens de ce partenariat qui nous lie depuis toutes ces années. Le Mali a signé en 1998 un accord général de coopération traduisant un engagement mutuel à œuvrer pour le développement des deux peuples. Je saisis cette agréable circonstance pour souhaiter une excellente fête à la communauté luxembourgeoise. C'est également l'occasion de saluer les bonnes relations anciennes et durables entre la République du Mali et le Grand-Duché de Luxembourg. Le Grand-Duché de Luxembourg intervient dans plusieurs secteurs prioritaires au Mali, notamment le développement rural et la sécurité alimentaire, la formation et l'insertion professionnelle, ainsi que la santé. Les impacts positifs de ces projets sont largement reconnus et appréciés, et ils contribuent de manière significative à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'ambassadeur Georges Ternès a saisi cette occasion pour annoncer la fin de sa mission dans les pays du Sahel. Et si nous voyageons ensemble, partons dans la région de Tombouctou à la découverte de quartiers dont les noms ont été importés depuis d'autres localités. Najim Baba Sissé nous amène à Al Ghanima, un secteur du quartier Djingaraber. Le nom originaire d'un quartier du cercle de Diré a été donné par un fonctionnaire retraité qui a longtemps vécu dans le dit quartier à Diré. En baptisant ce secteur Al Ghanima, il attendait rendre hommage à ce lieu qu'il a accueilli durant des années. Toute une histoire, n'est-ce pas? Suivons ensemble. Presque invisible entre les dunes de sable, au sud-ouest à 500 mètres de la ville de Tombouctou, Al Ghanima est un sous-secteur du quartier Djingaraiber, fondé en 2007 par Alassane Saban Meiga, enseignant à la retraite. À l'origine, c'est le nom d'un quartier de la ville de Diré, à une cinquantaine de kilomètres de Tombouctou. C'est moi qui l'ai appelé Al Ghanima. Al Ghanima, parce que avant d'arriver ici à Tombouctou, j'étais à Diré. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça pour signifier mon attachement à mon origine, ma fidélité à mon origine. Et à l'époque, il n'y avait que des buissons autour de moi. Il n'y avait que des buissons autour de moi. J'étais là tout seul avec ma femme. Je suis venu m'installer ici. Et petit à petit, les gens ont pris goût à la vue du lieu. Et ils sont venus. Il y avait des gens qui avaient déjà des parcelles, mais qui
qui n'ont pas commencé à construire d'abord. Mais avec mon arrivée, ils ont eu le courage, ils sont venus. Selon le sexagénaire fondateur, Al-Ghanima signifie le bonheur. Pour preuve de son bon choix, les communautés qui vivent ici s'entendent parfaitement. Il y a des rouges parmi nous, il y a qui sont par là. En tout cas, c'est celui la composition de la population malienne. On est toujours là ensemble. On est inséparables. Partout où on va, on est ensemble. Les rouges sont toujours avec les noirs sont toujours avec les rouges. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. On est toujours ensemble. Une partie des habitants de Al-Ghanima vit du maraîchage et d'autres ont des activités en ville et y passent toute la journée à la quête de leur quotidien. Et le soir, chacun regagne son domicile. Il n'y a pas une activité spécifique, il y a les ouvriers, il y a les fonctionnaires, les chauffeurs, les mécaniciens, chacun a son activité, l'activité qu'il mène depuis en ville, chacun continue avec ça. C'est pour cela qu'à certaines heures de la journée, quand on arrive ici, on ne trouve personne. Tout le monde est dans la grande ville. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Depuis 2014 que je suis arrivé ici, ma famille et moi, nous sommes dans la paix. Je ne me souviens à aucun moment où il y a eu un problème entre nous, communautés. Seulement, on a des soucis par rapport à l'approvisionnement en eau. Nous sommes à une distance de la ville. On veut que notre accès à l'eau soit diligenté par les autorités. À l'ensemble, nous les jeunes, on est là. Toutes choses concernent les jeunes, on est là. On est là pour notre soutien. Nous vivons dans la communion avec nos familles et les voisins. Nous sommes entourés de sable du coup. Aller en ville est un véritable casse-tête. Chaque événement, nous soutenons comme si nous faisons les maraîchages par saison. Aussi, nous cultivons les légumes qui nous plantent. Al-Ghanima n'est pas le seul nom de quartier importé. Dans la région, nous avons d'autres noms comme Milyonki, Hamdallahi et Medinakoura. Les responsables du projet Doutoulouma, femmes piliers de la famille, ont tenu leur 3e comité de pilotage. Sorana Kamisogo nous en parle. 3242 agricultrices et 367 agriculteurs ont bouclé le programme Champs École intégré en termes de résultats intermédiaires. 85% de ces effectifs appliquent les techniques de production et de transformation intelligente face au climat et respectueuses de l'environnement. Ce sont là, entre autres résultats obtenus par le projet Doutoulouma, femmes piliers de la famille au cours de ces 3 dernières années. Le projet vient de financer 58 bœufs de labour et 2 tracteurs pour une valeur de 62 millions au profit des productrices au niveau de la zone de Banamba, de Beleko, dans la région de Djoula et de Ségou. Donc cela permettrait aux femmes de pouvoir respecter le calendrier agricole. Nous avons un programme d'alphabétisation qui est à sa 2e édition. Et là, à la date d'aujourd'hui, nous avons 56 centres qui ont été ouverts. D'une durée de 5 ans, le projet Doutoulouma Femmes Piliers de la Famille est financé à hauteur de près de 7,5 milliards de francs CFA. Il est entièrement financé par le Canada. Le projet Doutoulouma vise ainsi à réduire les barrières qui limitent l'avancement économique des femmes, intervient auprès des coopératives agricoles à prédominance féminine et leur union pour qu'elles adoptent une gouvernance plus inclusive au bénéfice des femmes. Le gouvernement du Canada continue d'appuyer le renforcement du pouvoir socio-économique et le bien-être des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, notamment celui des femmes, des adolescentes et des enfants à travers les investissements qu'il fait au Mali comme dans la sous-région. En participant à la première mission conjointe de suivi du projet réalisée entre le 25 mai et le 7 juin 2024 dans les régions de Koulikoro, Djoila, Ségou et Sikasso, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pu constater une visu, l'avancement du projet. Le ministère des Affaires étrangères tient à remercier particulièrement le gouvernement du Canada pour son appui constant au monde agricole malien. Cela dénote de la confirmation de l'engagement de votre pays auprès du Mali. Le projet Doutoulouma a pour objectif de contribuer à promouvoir l'autonomisation des femmes productrices des régions de Koulikoro, Djoila, Ségou, Sikasso et Sam.
Lancement ce samedi 22 juin 2024 à Kidal de la distribution de vivres à 500 familles vulnérables et déplacées de Kidal. Retrouvons Moriba Keïta et Moussa Togo. Du riz, des pâtes alimentaires, du sel et du lait pour atténuer la souffrance des 500 familles vulnérables et déplacées de Kidal. Remercie beaucoup DDRK parce qu'il a bien soulagé les populations. Vraiment, ils sont trop contents, les populations sont trop contentes de ces dons parce que d'autres ils n'ont rien, même lorsqu'ils ont réservé des dons là, ils sont très très contents. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très content de voir, n'est-ce pas, tous ces sourires là sur les lèvres des pauvres femmes qui vont bénéficier de cette assistance-là. Donc, de prime abord, je vais remercier d'abord les DDRK, n'est-ce pas, pour tous les efforts qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, pour soulager les populations de la région de Kidal en général et de la commune urbaine de Kidal en particulier. Le représentant du gouverneur a salué ce geste de solidarité du DDRK qui vient renforcer les efforts des plus hautes autorités du Mali dans l'amélioration des conditions de vie des familles vulnérables et déplacées de Kidal. Vraiment, c'est un geste vraiment noble qui vient vraiment soulager la souffrance de nos populations vulnérables. Surtout qu'après les dépenses de la fête de Tabaski, cette donation vient à point nommé. Ça va carrément soulager la souffrance des vulnérables et puis des déplacés. Les autorités régionales ont rassuré les personnes vulnérables et déplacées de retour que l'accompagnement de l'État ne fera pas défaut en vue de renforcer la paix sociale et le vivre ensemble à Kidal. 27e Assemblée générale ordinaire de la caisse Nyesigiso, Mohamed Sankaré pour le compte-rendu. Ils sont membres. Ils répondent à l'appel de la 27e Assemblée générale ordinaire de l'Union Nyesigiso. Cet espace de bonne gouvernance permet aux délégués nationaux et régionaux d'évaluer les réalisations de l'exercice précédent en termes de performance et profiter par la même occasion corriger les insuffisances constatées. L'exercice 2023 a été marqué par un certain nombre de faits saillants. Entre autres, l'ouverture d'une agence à Fana. Ensuite, nous avons obtenu un financement de la part de notre partenaire Global Partnership aux États-Unis pour un montant de 293 millions de francs CFA. La signature d'une convention de partenariat avec le programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au Sahel, pour ARI, dans la région de Sam. La validation par le conseil d'administration des thèmes de référence pour l'élaboration du plan stratégique de développement du région Nyesigiso pour la période 2024-2026. En dépit des résultats tangibles, l'Union note les défis à relever dans le domaine des orientations stratégiques du plan d'affaires de la Caisse centré sur l'expansion et le renforcement des fonds propres. La promotion du secteur de la microfinance étant une des priorités de la politique gouvernementale de transition, le ministre de l'Industrie et du Commerce a salué la présentation de l'Union. Les chiffres clés qui viennent d'être annoncés par le directeur général donnent l'espoir tant sur les indicateurs de portée que sur certains comptes de gestion, malgré un contexte extrêmement compliqué. Pour consolider ces acquis, le ministre Moussa Alassane Diallo prodigue des conseils aux responsables de Nyesigiso. Le directeur général, le renforcement des fonds propres, c'est une évidence réglementaire, mais aussi c'est un signe de bonne santé. Il faut mettre un accent particulier sur les provisions. Il ne faut jamais avoir peur de provisionner les créances en souffrance. Vous l'avez dit. À l'issue de cette Assemblée générale ordinaire, la direction du réseau Nyesigiso a félicité les cadres sortants suite au renouvellement du bureau et quelques agents qui se sont distingués en 2023. Ils ont été récompensés en signe de reconnaissance. Le président du Conseil national du patronat du Mali à la cérémonie de célébration des 20 ans de Star Oil Mali. Pour information, Star Oil Mali est une entreprise qui contribue au développement socio-économique de notre pays avec la création de plus de 500 emplois. La compagnie Star Oil est présente dans 8 pays africains, nous disent Youssouf Diakité et Mahamadou Sidibé. Star Oil Mali a 20 ans d'activité et cela s'est fait. L'entreprise pétrolière a fait appel à ses partenaires pour leur dévoiler le chemin parcouru. Malgré les obstacles et les défis, l'entreprise a tenu bon. Cette détermination est à l'actif d'un leadership éclairé, appuyé par les autorités maliennes. Nous avons depuis parcouru un long chemin
marquée par la détermination et l'engagement à faire prospérer notre investissement et à contribuer de manière significative au développement économique et social du pays. Star Oil est présente actuellement dans 8 pays africains grâce à la vision stratégique de ses dirigeants avec comme point de départ le Mali. J'aime bien citer Goethe. Quand tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Nous avons choisi d'investir en Afrique parce que l'Afrique est l'environnement que nous connaissons. Et nous croyons en l'Afrique et surtout aux besoins et à la nécessité de l'intégration africaine. Le Mali est le premier pays que nous avons choisi d'investir. Vous venez de le voir en 2004. Mes parents et amis ici présents en connaissent les raisons. Le président du Conseil national du patronat du Mali insiste sur la promotion et la valorisation des entreprises panafricaines. Votre croissance a été remarquable depuis 35 ans et 20 ans au Mali. Et c'est grâce à vos équipes, et vous l'avez dit, professionnelles, dévouées et engagées. Et je tiens à les saluer aussi, comme je tiens à saluer votre leadership éclairé. L'entreprise Star Oil met un accent particulier sur la responsabilité sociale de l'entreprise à travers la réalisation d'infrastructures de développement et l'appui aux communautés concernées. Dans les perspectives, Star Oil compte s'implanter dans d'autres pays africains. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. Et je vous rappelle que notre invité de ce 20h, c'était notre ministre de tutelle. Le département en charge de la communication et de l'économie numérique organise à partir de ce mardi 25 juin la semaine du numérique, deuxième édition. Une rencontre d'envergure avec comme thème les TIC comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis. Et le ministre Al-Hamdou Ag Ilien était notre invité. Demain, 20h, Salimata Daour, rendez-vous avec nos animateurs de nos émissions matinales à Obédi sur ORTM 1, Bamako Matin sur la chaîne 2 à partir de 6h. Mantia Traoré et Modibo Sidibé reçoivent justement comme invité le directeur national de l'économie numérique pour justement parler de la deuxième édition de la semaine du numérique qui démarre ce mardi. Un grand merci à nos téléspectateurs de Al-Ghanima, Djingaraber, Acharan, je dis bien Acharan et Tombouctou. Bonsoir à tous.